Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète, celles et ceux qui font de la responsabilité sociale et environnementale un axe fort de leur stratégie. Évidemment à mes côtés, Émilie Kovacs. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, en pleine forme, on est ensemble pendant 30 minutes sur Bismart et voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Arnaud Roland, le directeur RSE de Coca-Cola European Partners. Il nous présentera notamment les engagements de sa marque pour le recyclage des bouteilles plastiques. Notre débat RSE du jour porte sur les priorités RSE post-Covid. Nous recevrons pour en parler Hélène Valade, qui est la directrice développement environnement de LVMH et la présidente de l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises. Et avec elle, Jean-Jacques Barberis, directeur de clientèle institutionnelle et corporate d'Amundi. Et puis la start-up du jour a révolutionné le marché de l'énergie en Grande-Bretagne. Bulb débarque en France avec la même ambition, convertir les Français à l'énergie verte. Voilà, c'est parti, Smart Impact, c'est tout de suite. L'invité de Smart Impact, c'est donc Arnaud Roland. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes directeur RSE de Coca-Cola European Partners depuis 2008, en charge de l'embouteillage de tout Coca-Cola en Europe. Qu'est-ce que vous avez vu changer donc en 12 ans? Ça fait 12 ans que vous êtes à ce poste. En matière de RSE, évidemment. Énormément de choses. En 2008, on parlait beaucoup de climat, déjà, à l'époque. Nous, on fixait nos premiers objectifs de réduction carbone à 2020. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a démarré à recycler de plus en plus nos bouteilles en plastique, parce que ça a aussi un effet direct, on en parlera peut-être, sur l'empreinte carbone de nos produits. Donc ça, c'était l'enjeu majeur de cette décennie. On va être très concret. Elles deviennent quoi, les bouteilles que nous consommons? Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça se fait localement. C'est-à-dire que tout ce qui est consommé en France est produit en France. Nous, on produit 90% de nos boissons sur le marché français, dans nos 5 usines. Ensuite, les consommateurs trient leurs bouteilles au quotidien. C'est capté par des centres de tri présents sur l'ensemble du territoire. Et les usines de recyclage sont également présentes sur le territoire français. Donc derrière le recyclage, il y a aussi toute une économie au niveau local qui va traiter l'ensemble de nos déchets, les revaloriser et les remettre sur le marché. Vous avez créé une usine justement spécialisée dans le recyclage du plastique en 2013. Qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? Parce que vous avez des objectifs qui sont quand même assez ambitieux en matière de recyclage, de plastique 100% recyclé, on va y venir. Qu'est-ce que cette usine permet de faire? Alors, cette usine, elle est importante pour nous. En 2012, nous avons donc créé une co-entreprise qui s'appelle Infineo, avec Plastipack. Donc c'est une usine qui est basée en Bourgogne, à côté de Beaune, et qui recycle chaque année 1,5 milliard de bouteilles plastiques. L'équivalent d'un tiers de l'ensemble des bouteilles plastiques qu'on arrive à capter sur le marché français. Donc c'est une vitrine technologique, c'est une des usines les plus importantes au niveau européen. Et cette usine, elle fait quoi? Elle correspond à notre vision d'avoir des emballages 100% circulaires, c'est-à-dire réutiliser des bouteilles déjà consommées pour en produire de nouvelles. Un objectif à 2030, c'est ça? Alors, notre vision, c'est ça, c'est d'arriver à des bouteilles 100% circulaires. Nous avons déjà des bouteilles 100% plastique recyclé. Par exemple, cette année, nous avons lancé des bouteilles 100% plastique recyclé sur notre marque de thé glacé bio Honest. L'année prochaine, nous ferons la même chose avec notre marque Fusty. Et en moyenne, sur l'ensemble de notre production, nous sommes à 28% aujourd'hui, avec l'ambition d'accélérer pour atteindre 50% de plastique recyclé au plus tard en 2023. Et 100% en 2030, pour ça, est-ce qu'il faut un gain technologique? C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de trouver de nouveaux partenaires pour atteindre un tel objectif? Alors, effectivement, c'est aussi un sujet d'innovation. On a démarré avec Infineo sur du recyclage dit mécanique. On utilise d'anciennes bouteilles pour produire de nouvelles. Et aujourd'hui, arrivent de nouvelles technologies sur le marché qui permettent de recycler des plastiques qui jusqu'alors n'étaient pas recyclables. Et donc ça... Pourquoi ils n'étaient pas recyclables, justement? Tout simplement parce que la technique ne permet pas de purifier suffisamment la matière pour faire des emballages à contact alimentaire. Donc c'est tout le sens de l'investissement qu'on a annoncé au mois de juillet avec Cure Technologies qui va installer des capacités industrielles en Europe
pour recycler le plastique qu'on ne sait pas faire dans les filières actuelles. Ça ne vous empêche pas, par contre, d'être intéressé à la consigne, qui revient d'ailleurs, hein, on le voit, la consigne pour toutes les bouteilles en verre. Alors, les deux sujets sont liés, parce que qui dit recycler de plus en plus de bouteilles et de plastique, dit avoir accès à un gisement de qualité. Et comme vous le savez aujourd'hui, en France, on est assez en retard sur la collecte, puisqu'on ne capte que 6 bouteilles plastiques sur 10. Alors que nos voisins européens font beaucoup mieux que nous. Nous, on est présents dans 13 pays en Europe de l'Ouest. On voit par exemple nos collègues allemands qui arrivent à récupérer 95% des bouteilles plastiques. On a de la marge de progression, c'est bien. On a une petite marge de progression. On va positiver. Effectivement. Donc la consigne, ça pourrait être un moyen de, évidemment, récupérer plus de bouteilles plastiques, plus de matières premières pour le recyclage. Tous les pays au niveau européen qui sont au-delà de 90% de taux de collecte ont tous mis en place, en fait, il y a quelques années, un système de consigne. Mais c'est pas infini, c'est-à-dire qu'une bouteille en 100% plastique recyclé, on peut encore la recycler, etc., etc. C'est valable pendant combien de temps? Aujourd'hui, oui, vous avez raison. Aujourd'hui, oui, parce que toutes les bouteilles ne sont pas en 100% recyclées. Donc il n'y a pas de phénomène d'usure de la matière. Mais effectivement, plus le marché va progresser vers plus de recyclés, plus il va falloir compléter justement par les nouvelles technologies dont je vous parlais, qui vont permettre d'apporter d'autres gisements de plastique recyclé. Alors Coca-Cola en France, vous l'avez dit, hein, c'est 5 usines qui sont réparties un petit peu partout sur le territoire, 2600 collaborateurs, 96% en CDI, 60% des postes pourvus en interne, voilà les chiffres que vous nous avez fournis. Est-ce que, je ne me rends pas compte, un emploi chez Coca, c'est combien d'emplois indirects? Parce que c'est ça aussi l'impact d'une entreprise et d'un géant comme Coca-Cola. Alors oui, 2600 collaborateurs, ça représente à peu près 35 000 emplois indirects dans l'économie française. Par exemple, le sucre qu'on utilise pour nos boissons vient intégralement de la filière betteravière française. Et on a aussi beaucoup d'emplois générés dans la chaîne aval avec nos clients, notamment dans tout le secteur hors domicile. Alors le sucre, justement, j'ai vu que dans vos engagements RSE, il y avait cette question du sucre. Est-ce qu'on n'est pas là dans une contradiction? C'est-à-dire qu'on sait, les nutritionnistes, les spécialistes de santé publique disent les méfaits du sucre sur la santé. Or, le sucre, c'est quand même un peu dans l'ADN des sodas, en général. Donc comment vous gérez cette contradiction? Nous, on propose un large choix de boissons, des boissons avec du sucre, mais aussi des boissons sans sucre. L'une des marques qui marche le mieux en France, c'est Coca-Cola, zéro sucre. Donc, on propose une alternative aux consommateurs. Celui qui veut se faire plaisir avec un soda peut avoir est-ce que vous faites la promotion quand même? Est-ce que vous essayez d'aller vers moins de produits sucrés? Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'équilibre des produits que vous proposez? Oui, les deux. À la fois proposer l'alternative sans sucre, mais aussi reformuler un certain nombre de produits. Une marque comme Fanta, on a baissé le taux de sucre de 30% sur les 10 dernières années. Les nouvelles marques qu'on a sorties récemment, des marques qui marchent bien comme Fusti, une marque de thé glacé, et aussi une boisson allégée en sucre. C'est important d'être ancré dans le territoire français. Je vois que vous avez une usine en Bourgogne, vous êtes implanté un peu partout, les betteraves, vous venez d'en parler. Ouais. C'est un axe stratégique? C'est l'ADN de Coca-Cola depuis toujours. L'année dernière, nous avons fêté nos 100 ans d'implantation en France, puisque le premier Coca-Cola a été vendu dans un café à Bordeaux en 1919. Donc nous sommes implantés historiquement dans tous les territoires en France, avec nos 5 usines. Et d'ailleurs, notre contribution sociale et sociétale se fait vraiment au niveau local, proche de nos communautés. On va parler d'eau aussi, évidemment, puisque Coca-Cola utilise beaucoup d'eau. En période de sécheresse, j'imagine que vous avez eu des remarques là-dessus. Comment est-ce que vous êtes concerné par cette question de la ressource eau? Alors c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis très longtemps. Nous avons investi énormément dans nos usines pour diminuer d'un quart notre consommation d'eau depuis une quinzaine d'années, en investissant par exemple dans des technologies pour rincer nos emballages avec de l'air comprimé et non plus avec de l'eau. Et on a aussi des systèmes de recyclage de l'eau systématiques sur tous nos sites. Les usines françaises Coca-Cola sont parmi les meilleures au monde en termes de gestion efficace de l'eau. Et nous allons aussi un peu plus loin, nous travaillons aussi avec des ONG pour protéger la ressource en eau. Depuis 2014, nous collaborons avec le WWF et la Fondation Coca-Cola pour restaurer l'écosystème en Camargue. Et vous avez réduit votre consommation d'eau ces dernières années? De 25%.
Absolument, tout à fait. Et nous allons continuer à le faire. Et Émilie en parlait, on est en période de sécheresse. Est-ce que ça a des conséquences? Est-ce que vous êtes obligé de réduire, d'adapter votre consommation d'eau dans vos usines? Comment ça se passe? Alors non, pas aujourd'hui, parce que nous avons déjà une gestion très responsable de cette ressource et nous sommes en dialogue permanent avec nos parties prenantes, avec l'administration, justement pour mettre en place aussi des plans de prévention de la ressource. Travaillez beaucoup avec les collectivités locales, des entreprises de gestion, de recyclage d'eau notamment? Oui, tout à fait, bien sûr. Nous sommes en contact permanent avec eux. Ouais. Dernier thème, ça fait partie évidemment aussi des engagements RSE d'une grande entreprise, d'un groupe comme Coca. Les écarts salariaux, notamment les écarts salariaux femmes-hommes. Est-ce qu'il y a un engagement Coca en la matière? Oui, nous sommes très impliqués sur ce sujet. Comme vous le savez, il y a un indice de parité pour les entreprises qui est mis en place depuis 2 ans. L'année dernière, nous avons obtenu le score de 98 sur 100. Donc avec un certain nombre de critères, dont l'égalité salariale, dont l'égalité en termes de promotion, en termes de niveau d'augmentation, de non-discrimination pour les femmes enceintes, par exemple, qui reviennent au travail. Donc un certain nombre d'engagements. Et également en termes de recrutement, la moitié de nos recrutements au niveau cadre chez nous se font uniquement avec des femmes. Donc on a une très belle représentativité féminine dans nos équipes. Merci beaucoup, merci Arnaud Roland pour cette présentation qui était très précise, complète des ambitions RSE du groupe Coca. Voilà, c'est l'heure maintenant du débat de Smart Impact. On va se poser des questions autour de l'épidémie de Covid. Évidemment, hier, le Premier ministre présentait la stratégie de rentrée du gouvernement et notamment les conséquences de cette épidémie en matière de RSE. Quelles sont les priorités RSE depuis la crise de la Covid? Nous allons en parler tout de suite. C'est le débat RSE du jour avec nos 2 invités en plateau. Hélène Valade, vous êtes directrice développement environnement de LVMH et présidente de l'ORS, l'Observatoire de la RSE. Bonjour et merci de revenir nous voir. Bonjour, avec plaisir. Bienvenue à vous. Merci. Et à côté de vous, Jean-Jacques Barberis, nous sommes contents de vous avoir également, directeur de la clientèle institutionnelle et de l'ESG chez Amundi. Bonjour. Bonjour, merci également d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, depuis durant la crise sanitaire, plusieurs études, Bloomberg, BlackRock, ont montré qu'en termes de performance boursière, de flux d'investissement, les entreprises ayant des stratégies RSE ont une meilleure résistance. Être responsable, c'est donc être plus résilient, Hélène? C'est davantage s'adapter à la crise. Je pense que cette crise, elle a eu comme effet de révéler, de mettre un coup d'accélérateur sur plusieurs types de sujets, et notamment la question du sens. La question du sens, parce que tout d'un coup, on s'est posé, au fond, pourquoi tout ça ? C'est quoi l'essentiel? À quoi ça sert? À quoi je sers? Donc voilà. Et ça, on a eu le temps de se poser ces questions pendant les 2 mois de confinement. On a vraiment eu le temps. Et je pense que ça a plein de conséquences sur la vie des entreprises maintenant. Le sens au travail, avec toute la question du télétravail derrière. Au fond, c'est quoi la valeur travail aujourd'hui? Donc ça, je trouve que c'est un super sujet auquel effectivement il faut s'adapter et qui est un vrai défi en ce moment pour les entreprises parce que les réponses ne sont pas évidentes. Jean-Jacques Barberis, vous êtes d'accord, le sens, la valeur a changé, ces mots-là? Moi, je suis assez d'accord. Après, vous avez cité donc des études qui ont été faites par des grands acteurs américains, des grands acteurs européens en ont fait aussi, qui ont montré 2 choses pendant la crise qui étaient intéressantes du point de vue des marchés. C'est premièrement, c'est que les entreprises qui avaient des bons profils environnementaux, sociaux, de gouvernance, continuaient d'afficher des meilleures performances que les autres. Et donc, de facto, les fonds dans lesquels ces entreprises étaient présentes affichaient des meilleures performances que les autres. Et alors même que la plupart des fonds actions se sont arrêtés de collecter durant la crise, les seuls qui ont continué à attirer des capitaux, des investisseurs, institutionnels ou particuliers, ce sont les fonds qui intégraient cette dimension-là. Donc ça, ce sont des faits assez objectifs. Pourquoi alors, du coup ? En fait, simplement, parce que je pense que ça correspond au fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes pour des entreprises qui ont des meilleurs profils en la matière. Et donc, ça correspond probablement à un mouvement de fond qui a été accéléré par la crise. Et d'une certaine manière, comme vous avez plus de demandes pour les entreprises qui ont de meilleurs profils en la matière, ça a un impact assez simple, ça a un impact sur le prix. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'une entreprise qui a un meilleur profil ESG, le prix de son action sera relativement plus élevé par rapport à ses pairs. Et le coût du capital, c'est-à-dire en fait
coût auquel elle emprunte va être plus faible. Donc ça devient très matériel dans la vie des entreprises. Et ça, c'était une tendance qui existait avant la crise, mais qui a été très largement accélérée et dont on voit encore l'accélération aujourd'hui. Moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue pendant le confinement et puis la sortie du confinement au printemps et l'été dernier, c'est on n'était pas prêt. Cette phrase, les politiques, les scientifiques, les médecins la prononçaient. Donc ça renvoie à la question de l'anticipation. Est-ce que les entreprises qui ont une stratégie de RSE ancrée depuis longtemps ont cette notion d'anticipation plus présente et finalement, ça leur a permis d'être plus efficaces aussi dans la réponse face à la crise? Alors, absolument, parce que cette idée de prévention, d'anticipation des risques, c'est une des clés des politiques de RSE, c'est-à-dire mettre les choses sur une tendance de plus long terme. Donc essayer d'anticiper ce qui va se passer dans tous les domaines, d'ailleurs, dans le domaine environnemental, dans le domaine social et sociétal. L'idée même du réchauffement climatique et des politiques à mettre en œuvre sur le climat installe la manière de faire, de se projeter dans le temps, d'ici 2030, oui. 2050. On a des réflexions à très long terme. Voilà, et ça c'est très propre à la RSE et au développement durable. Et du coup, les entreprises, on l'a très bien montré à Lours, qui avaient ce type de politique un peu plus sur le long terme, ont été extrêmement réactifs pendant la crise, d'abord pour s'adapter. Alors, pardon, je cite la mienne, mais une entreprise comme LVMH a immédiatement mis sur le marché du gel hydroalcoolique en reconvertissant en fait des unités de production qui n'avaient rien à voir avec ça. Et ça, c'est un réflexe de se dire en quoi un outil productif peut avoir d'autres fonctionnalités lorsque il y a des crises ou enfin en tout cas des sujets qui nécessitent que l'on s'adapte. Donc absolument, d'ailleurs c'est très objectivé cette plus grande réactivité des entreprises qui avaient des stratégies RSE fortes. Ça veut dire que pour celles qui n'en faisaient pas forcément un axe stratégique, c'est devenu un axe stratégique fort ? Je pense que ça le devient de plus en plus. C'est-à-dire vous n'avez pas aujourd'hui un dialogue entre un analyste financier et une équipe de direction d'une grande entreprise qui n'intègre pas ces sujets-là. Ça, c'est une réalité et c'est un vrai changement. Je pense que ce que la crise a aussi montré, d'une certaine manière, c'est que des risques qui étaient perçus, anticipés comme à très long terme, ce que vous disiez, de 2000 ans, en fait, ils sont déjà là. Bah oui. C'est-à-dire que de facto, la crise climatique, elle est déjà là. Elle existe déjà. Et comme en plus, sur le changement climatique, les effets sont balistiques, c'est même si on continue à réduire, si on commençait à réduire les émissions aujourd'hui, les effets de cumul qu'on a eu dans le passé continueront à produire des effets dans les 10-15 ans qui viennent. Donc je pense que ce qui a matérialisé la matérialisation du risque pendant la crise, dans l'esprit de tout le monde, dans l'esprit des chefs d'entreprise, de leurs salariés, a aussi été une tendance très forte. Et donc ça a aussi un impact sur les marchés, sur les investisseurs. Vous le disiez, Hélène, les équipes de LVMH, par exemple, ont produit du gel hydroalcoolique pendant la crise de manière localisée en France. Est-ce que... alors, je reprends une étude, une étude d'Agile Bayer pour le Conseil national des achats. Après 2 mois de confinement, un quart des entreprises françaises envisagent de relocaliser une partie de ces achats en France ou en Europe contre 16% début d'année. Ça veut dire que c'est une autre priorité, si on rentre un peu dans le détail des priorités RSE, d'être plus ancré, mieux ancré sur le territoire ? C'est la seconde priorité. Alors c'était déjà le cas pour LVMH, parce qu'une des spécificités de LVMH, c'est de produire massivement en France. Bon. Mais cette prise de conscience, au fond, de la mondialisation des chaînes de valeur et donc des interruptions à certains endroits de la chaîne de valeur, notamment en pharma, notamment en électronique, a explosé, est devenu extrêmement visible évidemment à ce moment-là. Et l'étude que vous citez, il y en a une autre que vient de sortir PwC qui montre très bien que ces secteurs industriels sont en train de se mettre en mouvement pour relocaliser. Alors évidemment, tout ne peut pas être relocalisé. Et puis ça prend du temps. Et ça prend du temps. C'est pas d'un claquement de doigts. Mais du coup, c'est un raisonnement qui commence à s'implanter, qui d'ailleurs va chercher des modèles économiques un peu différents, notamment celui de l'économie circulaire, qui par définition permettent quand même de relocaliser un certain nombre de choses sur des territoires donnés, et qui incite à inventer des alliances un peu d'un nouveau genre avec des sous-traitants qui sont ailleurs, mais dont les modalités de sous-traitance sont différentes et jouent donc davantage sur cette dimension locale. Donc c'est très très intéressant ce qui est en train de se passer de ce point de vue-là, et effectivement c'est une conséquence de la crise. Oui. Jean-Jacques Barbery, ce critère de la relocalisation, ça peut être un critère d'investissement ? Ça peut. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut constater
on va dire en macro, donc là c'est plutôt l'économiste qui parle, un effet de ces intentions-là, pour le moment c'est évidemment beaucoup trop tôt. Par contre, ça peut être un mouvement extrêmement profond et qui peut avoir des implications macroéconomiques qui ne sont pas triviales. Je pense qu'il faut l'avoir en tête. Très concrètement, si vous êtes un financier comme moi, il y a des choses que vous regardez. Par exemple, vous regardez l'inflation, parce que ça a quand même un impact assez fort sur la manière dont vous investissez. Mécaniquement, si on considère qu'à moyen terme, vous allez avoir un mouvement de déglobalisation, de démondialisation, de relocalisation, ça devrait avoir un impact sur les prix. Donc typiquement, ça fait partie effectivement, cette tendance, des questions que des investisseurs doivent se poser. Après, pour répondre à votre question, ça peut devenir de plus en plus aussi un critère dans la manière dont des investisseurs veulent investir pour justement appréhender, on va dire, le caractère citoyen d'une entreprise, sa participation à une forme de souveraineté. Et ça, on voit de plus en plus une tendance, effectivement, de la demande qui évolue en direction de « je veux savoir à quoi mes investissements servent et en quoi ils sont utiles socialement ». Et d'ailleurs, vous proposez une solution d'investissement qui est consacrée à la réduction des inégalités. Oui, étonnant, ça peut paraître étonnant pour d'entendre un ouais. financier parler d'inégalité sociale. Mais non, je pense que c'est une question qui est assez fondamentale. Nous, le constat qu'on a fait, c'est un constat assez classique, c'est que la vague de mondialisation à laquelle on a tous été confrontés, qui a eu des effets très importants depuis le début des années 80, c'est accompagné d'une augmentation relative des inégalités sociales de manière assez massive. Et d'une certaine manière, la crise que nous sommes en train de vivre est en train d'accélérer ce mouvement, puisqu'on voit bien que depuis le début de la crise, les inégalités sociales se creusent dans un certain nombre de pays en développement, mais aussi les pays développés. Et donc les inégalités sociales, c'est un sujet pour les investisseurs, parce que fondamentalement, c'est le reflet de la capacité d'une société à être stable et durablement stable. Et ça, par définition, on ne peut que s'en préoccuper comme investisseur. Mais la question, c'est une fois que vous avez fait ce constat-là, vous faites quoi? Et donc, ce qu'on a essayé de faire chez Amundi, ça a été de créer une méthodologie, en une seconde, une méthodologie pour essayer d'investir dans les entreprises selon qu'elles participent à la réduction des inégalités dans leur territoire d'origine. Vos critères inédits qui n'existent pas d'ailleurs. Alors c'est une somme de beaucoup de critères différents, mais par exemple ce qu'on dit c'est participer à la réduction des inégalités, c'est d'abord payer ses impôts. Donc typiquement ce qu'on va commencer par regarder c'est le taux réel d'imposition par rapport à ce qui devrait être payé. Et puis si vous optimisez trop, vous serez moins bien noté au titre de ce fonds-là. Merci beaucoup. Encore un débat passionnant. Merci à tous les deux d'y avoir participé. On passe à la bonne idée du jour, la start-up du jour. Bonjour Olivier Chou. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur France de Bulb, un fournisseur d'énergie verte qui vient de se lancer en France. C'était au mois de janvier dernier, c'est ça? Exact. Après avoir cartonné en Grande-Bretagne. Bulb en anglais, ça veut dire ampoule. Oui. C'est ça, c'est pas un bulbe, voilà, que les choses soient claires. Vous êtes les numéros 1 de l'énergie verte au Royaume-Uni. Donc vous avez réussi à en arriver là en 5 ans. C'est quoi votre stratégie en France, quelques mois après votre installation? Alors je me permets déjà de rappeler le concept même de Bulb. On est un fournisseur, vous l'avez très bien dit, d'énergie renouvelable pour les particuliers. Et notre mission, elle est double, c'est de réduire la facture des Français et les aider à réduire leurs émissions carbone. Et donc, en fait, notre stratégie, elle repose vraiment sur ces deux concepts très simples. C'est rendre l'énergie renouvelable, qui est plus chère aujourd'hui, accessible à tous. Ouais. Mais ça veut dire quoi concrètement, être fournisseur d'énergie verte, d'énergie renouvelable, ça marche comment? Voilà, expliquez-nous. C'est une bonne question parce qu'en fait, tout le monde a de l'énergie chez soi, mais en fait, il y a assez peu de gens qui savent comment ça fonctionne. On est un fournisseur. Dans notre marché, il y a aussi des distributeurs et des producteurs. Nous, on ne fait pas ces deux briques-là. Donc, on s'appuie sur des entreprises comme Enedis, des entreprises d'État, et on achète de l'énergie et on la fournit à nos clients, qui sont des particuliers. Nous, on s'occupe donc de la partie commerciale et ensuite de la partie service client, etc. Donc vous vous assurez, pardon, Émilie, que l'énergie que vous proposez à vos clients, elle vient de sources d'énergie renouvelable, c'est ça, simplement. Exactement. Ça, En fait, quand vous consommez de l'énergie chez vous, enfin les électrons qui sortent de votre prise, nous, on ne peut pas retracer d'où ils viennent exactement, parce que c'est comme une énorme baignoire, l'électricité. Il y a plein d'électrons qui rentrent et alors, on ne sait pas d'où ils viennent. En revanche, chaque fois que vous consommez une quantité d'énergie, on s'assure que la même quantité d'énergie a été produite de sources renouvelables quelque part en France. Oui, vous dites que les Français payent leurs énergies trop cher. Pourquoi? Justement parce qu'il y a plusieurs intermédiaires? Parce que l'énergie vient de trop loin? Elle n'est pas assez locale? En fait, le cœur du problème pour nous, c'est la technologie. Et c'est aussi ce qui me permet de souligner ce qui fait, je pense, notre différenciation sur ce marché. Avant même d'être une société d'énergie, on est une société de technologie chez Bulb.
On investit lourdement dans la technologie. Plus d'un quart de nos effectifs, on est 600 aujourd'hui, travaillent uniquement sur rendre notre organisation plus efficace. Comment justement? Comment la technologie peut aider dans l'énergie? En fait, une société de fourniture d'énergie, c'est en gros une énorme société de service client, pour faire très simple. Et aujourd'hui, pour se fournir 1,7 million de membres en Europe, on est 600 chez Bulb, sans nos investissements sur la technologie. Et si on avait la même efficacité, par exemple, sans les nommer d'EDF, on serait près de 5 000 à 6 000. On est près de 8 à 10 fois plus efficace que quelqu'un comme EDF. Une énergie verte made in France, c'est possible, ça existe. Ça existe. Aujourd'hui, en fait, et c'est un peu ça la dichotomie qui existe sur le marché français, qui explique notre présence aujourd'hui ici, c'est que on a pratiquement 20% du mix énergétique français qui vient de sources renouvelables, déjà aujourd'hui. On voudrait que ce soit plus chez Bulb, mais il y en a déjà 20%. Or, il n'y a que 3 à 5% des Français qui ont franchi le pas et qui ont fait le choix de se fournir en énergie verte. Donc ça existe. Nous, ce qu'on essaie de faire, justement, en baissant les prix, c'est de faire en sorte que ce soit accessible à tous. Ça veut dire que l'énergie verte, elle est perçue comme un modèle premium, en quelque sorte, aujourd'hui? Mais en fait, c'est pas qu'elle est perçue, c'est que... Elle est vendue comme telle. Elle est vendue comme un produit premium. Et en fait, on revient là à la source de notre existence, c'est que nos chers confrères vendent l'énergie verte avec un premium, alors que quand on connaît les coûts sur le marché de gros, il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Vous travaillez justement avec quels producteurs? Des producteurs indépendants? Il y en a beaucoup en France? Il y en a. Alors la plupart sont indépendants. On a un mix d'approvisionnement qui est dual. 30% de notre approvisionnement vient de contrats bilatéraux avec des producteurs autonomes. Et ensuite, les 70 autres %, on les achète sur le marché de gros au meilleur prix. Le paradoxe, c'est que vous êtes concurrent et partenaire de vos concurrents. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, d'EDF, en quelque sorte, oui, puisque EDF a une place très importante, historique sur le marché français. Après, on peut très bien être partenaire sur la partie production et ensuite concurrent sur la partie fourniture. La semaine prochaine, le gouvernement annonce le plan de relance de notre économie. Il est très attendu. Il va mettre l'accent sur la transition écologique. Vous en attendez quoi, vous, dans une entreprise comme la vôtre qui est toute jeune en France? Alors, nous, je veux dire quelque chose. Les conditions aujourd'hui qui sont très particulières, malheureusement, elles ont mis l'accent sur la pertinence de notre modèle, puisque en période d'incertitude, c'est d'autant plus important de pouvoir faire des économies sur sa facture d'énergie. Moi, je dirais une chose, c'est qu'en fait, si aujourd'hui il y a 20% déjà d'énergie verte en France, c'est notamment grâce aux effets du gouvernement, à l'action politique. Ce qu'on souhaite proposer avec Bulb, justement, c'est de combiner ça avec une demande des consommateurs et qui puisse enfin être aussi moteur de la production d'énergie verte. Merci beaucoup, merci Olivier Chou. Bon vent à Bulb, on peut dire ça puisqu'il y a de l'éolien dans les énergies vertes, évidemment. Voilà, notre première semaine de Smart Impact ensemble se termine déjà. C'était très sympa. Je voudrais remercier également Olivia Hieré-Dobré qui nous aide à préparer nos émissions. Voilà, sans elle, ce serait moins bien. Et ça, toute l'équipe technique aussi. Évidemment, qui sont là et qui nous équipent en objets multiples et variés, on dirait des cyborgs. Allez, on se retrouve lundi, 9h, midi, 20h30 pour Week-end à tous.